Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des règles de test de conformance pour l'accessibilité. En anglais, Accessibility Conformance Testing Rule, et j'ai beaucoup trop l'habitude d'utiliser l'acronyme ACT Rule, je vais continuer à le faire aujourd'hui, je m'excuse de cet anglicisme. Je ne sais pas si vous avez regardé les documents d'accompagnement de WCAG 2.2, la nouvelle version qui devrait bientôt sortir. Ici, on a le document Understanding WCAG 2.2, donc le sommaire, dans lequel une nouvelle section a fait son apparition, qui s'appelle Understanding Test Rule, comprendre les règles de test. De même, dans les documents associés aux critères individuels, on a aussi une nouvelle section Test Rule avec une liste de liens vers des règles de test. Ici, c'est pour le critère 1.1.1 auquel sont associées trois règles. Et c'est de ces règles-là dont je vais vous parler. Je m'appelle Jean-Yves Moyen, je suis ingénieur logiciel chez Siteimprove et responsable notamment de l'outil de test automatique Alpha, donc l'outil qu'on utilise pour effectuer nos tests d'accessibilité. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est aussi en tant que co-responsable du groupe d'intérêt ACT Rule du consortium web, donc le groupe qui écrit les règles en question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces règles? C'est avant tout un besoin d'harmonisation. WCAG est construit sur un principe fort d'indépendance aux technologies, c'est-à-dire que le même critère de succès va s'appliquer à tout document numérique, donc que ce soit HTML, PDF, etc., mais aussi aux technologies futures. Si une nouvelle technologie fait son apparition, on n'a pas besoin de réécrire WCAG, on peut continuer d'utiliser le même texte, donc ça c'est bien évidemment très pratique. L'inconvénient de cette idée, c'est que les termes utilisés dans WCAG ne sont pas toujours très clairs et même sont assez souvent sujets à interprétation. Alors si on prend un exemple assez simple, le critère 2.4.2, titre de page, nous dit les pages web présentent un titre qui décrit leur sujet ou leur but. Donc c'est bien, c'est assez générique, ça s'applique effectivement à tout type de document, donc ça c'est très pratique. Mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qui peut être utilisé pour fournir ce titre. Alors en HTML, par exemple, il est évident que l'élément title va servir à fournir un titre, puisque c'est le but de cet élément. Mais est-ce qu'on peut considérer que le premier titre de section, donc le premier élément H1 dans une page, est-ce qu'on peut considérer que ça fournit un titre à la page? Ou si le document est envoyé dans le corps d'un courrier électronique, est-ce qu'on peut considérer que le sujet du courriel fournit un titre pour ce document ou est-ce qu'on a besoin de rajouter un titre? Là, c'est des questions auxquelles WCAG ne répond pas. Donc certaines personnes vont vous dire oui, certaines personnes vont vous dire non. Les interprétations sont différentes. Ça veut dire qu'au final, les résultats des audits sont différents aussi. Un testeur va pouvoir dire qu'une page satisfait WCAG est accessible alors qu'un autre testeur va dire que non. C'est plus acceptable. La société est de plus en plus numérisée, un certain nombre de services sont uniquement disponibles en ligne, et donc la société doit être numériquement inclusive, c'est-à-dire que les documents doivent être accessibles. C'est juste un besoin d'inclusivité et finalement de droit humain qui est de plus en plus retranscrit dans la loi. Aux États-Unis, on peut penser à ADA et la section 508. Dans la communauté européenne, on a la WAD et le AA. En Suisse, je crois qu'il y a aussi une législation, alors je ne connais pas les détails. Tout ça, c'est des législations qui font plus ou moins directement référence à WCAG et ça veut dire qu'on peut plus permettre d'avoir des doutes. Il faut que les documents soient accessibles et il faut qu'on soit d'accord pour dire ce document est accessible, ce document n'est pas accessible. On ne peut plus avoir un testeur qui dit oui, un testeur qui dit non. Il faut qu'on soit sûr du résultat. On a besoin d'harmoniser les tests. Et c'est ce besoin que les ACT Rules viennent combler. Donc, contrairement à WCAG, les règles sont spécifiques à une technologie, mais ce qui veut dire du coup qu'elles peuvent se référer aux termes techniques associés à cette technologie. Si on écrit une règle pour HTML, on peut parler d'un élément HTML, on peut parler d'un attribut, on peut parler d'une propriété CSS, etc., etc. Tout ça, c'est des termes techniques très précis qui sont définis, sur lesquels il n'y a aucun doute sur la signification. De même, les règles peuvent s'appuyer aux spécifications associées. Donc en HTML, par exemple, on a une spécification qui va nous décrire comment doit se faire le calcul du non accessible. Rien n'est laissé au hasard, tout est extrêmement détaillé et on peut, si on veut, se référer à cette spécification. Ce qui nous amène au premier principe très fort des règles, c'est que les règles sont non ambiguës. Rien n'est laissé à l'interprétation, tout va être écrit en détail et donc on va être d'accord sur le résultat de la règle. Et le deuxième principe qui est un petit peu associé, c'est que les règles sont testables. Alors c'est inspiré de techniques de développement logiciel, mais ça veut dire que la règle va être fournie avec un jeu de test très complet
Ce qui va permettre aux testeurs, que ce soit des testeurs manuels ou des auteurs d'outils de test automatiques, de vérifier que la méthode fonctionne, que la méthode fournit bien les résultats attendus pour le jeu de test qui est livré avec la règle. Et pour les auteurs de règles, ça va permettre de vérifier et de discuter de la pertinence des exemples de manière là aussi très précise. À quoi ressemble une règle? Alors d'abord, un principe aussi au cœur des règles, c'est que c'est des règles qui sont conçues pour détecter les problèmes. Donc elles sont basées sur une relation d'échec en cas d'échec, c'est-à-dire que si la règle échoue, on est sûr et certain que le critère de succès associé, que le critère de WCAG associé échoue lui aussi. Ça veut souvent dire que les tests sont partiels, donc même si la règle passe, il est possible que le critère de WCAG associé échoue. Donc, par exemple, on va avoir une règle qui peut tester l'existence d'un nom accessible. Alors on est sûr que s'il n'y a pas de nom accessible, on a un problème, mais si le nom accessible existe, il faut encore en vérifier la pertinence, donc ça peut être fait éventuellement par une autre règle, mais voilà, on a besoin de davantage de tests. C'est regroupé dans une section qui s'appelle Accessibility Requirements Mapping. Dans les règles, ici, c'est pour une règle qui est associée au critère 1.1.1, dans lequel on a donc cette partie Outcome Mapping qui va nous dire que s'il y a une seule occurrence dans le document qui échoue, on est sûr et certain que le critère associé, donc 1.1.1, va aussi échouer. Par contre, même si toutes les occurrences passent, on a besoin de faire davantage de tests pour savoir si le critère échoue ou pas. La raison pour laquelle on a cette relation d'échec en cas d'échec, c'est qu'on a un objectif de ne pas avoir de faux positifs. C'est-à-dire chaque problème identifié est un problème qui doit être résolu. On n'est pas en train de donner du travail aux auteurs de contenu qui ne sert à rien. Et du coup, ça veut dire que les règles ne donnent pas vraiment un certificat de conformité, même si toutes les règles passent, il faut quand même regarder un peu plus loin. Deuxième gros principe dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai un peu sans doute, c'est que les règles sont testables. Donc chaque règle comporte une batterie de tests, c'est-à-dire une batterie d'exemples de cas dans lequel la règle passe et de cas dans lequel la règle échoue. Et ça c'est utile pour tout le monde. C'est utile déjà pour les utilisateurs finaux des règles. Donc pour les producteurs de contenu, ça permet de mieux comprendre la règle et ses limites. On a vraiment un ensemble assez exhaustif de cas corrects et pas corrects. Donc on peut comprendre ce qu'il faut faire. C'est utile pour les testeurs manuels ou automatiques, donc les auteurs d'outils de test, puisque ça permet de vérifier que l'implémentation est correcte. On a tout un jeu de tests et on peut vraiment, sur ces tests-là, vérifier qu'on donne bien le résultat attendu. C'est utile pour les auteurs de règles, pour discuter précisément l'interprétation qu'on fait de WCAG, puisqu'on est là pour harmoniser les interprétations. C'est utile pour les auteurs de browsers ou par exemple, de synthétiseurs vocaux qui permettent de vérifier aussi que leur implémentation et interprétation des spécifications est correcte. C'est utile pour les auteurs de spécifications, puisqu'il y a des cas qui sont parfois imprécis, et en ayant ces exemples-là, on peut des fois préciser certains cas. Et ça permet de fournir donc des comptes rendus d'implémentation. Alors ici, c'est pour une règle qui vérifie la présence d'un nom accessible sur les boutons. Le détail du compte rendu n'a pas grande importance, mais on a ici 6 implémentations différentes, donc 6 outils qui ont soumis leur compte rendu d'implémentation pour la règle. Si on regarde en détail, là aussi, le détail n'a pas vraiment d'importance. C'est le compte rendu d'implémentation d'Alpha, donc l'outil dont je m'occupe. Et on voit que cette règle-là a 17 exemples, donc 17 cas qui sont fournis avec la règle, avec un résultat attendu pour chacun d'entre eux. Et pour ces 17 cas, Alpha fournit le résultat attendu. Donc Alpha a une implémentation correcte de cette règle-là, puisqu'il fournit toujours le résultat attendu. Alors plus dans la structure de la règle, essentiellement une règle est composée d'une applicabilité et d'un résultat attendu, donc qui en anglais s'appelle expectation. L'applicabilité va indiquer où on doit regarder, donc une page peut être très compliquée et l'applicabilité va nous dire précisément où on doit regarder. Par exemple, on va regarder les images, on va regarder l'attribut autocomplete d'un champ de formulaire, où on va regarder les liens. Voilà, ça nous dit où on regarde. Et le résultat attendu va nous dire qu'est-ce qu'il faut regarder. Alors par exemple, si on regarde les images, le résultat attendu, c'est la présence d'un nom accessible. Si on regarde un attribut autocomplete, le résultat attendu, ça va être que l'attribut est valide, ce genre de choses.
Et tout ça doit être non ambigu, c'est un principe très fort. Alors, le résultat attendu peut avoir une part de subjectivité, puisque certaines, certaines contraintes de WCAG, comme le fait que le nom accessible doit être descriptif, on ne peut pas vraiment se passer de la subjectivité, mais on va pousser cette subjectivité dans le résultat attendu, donc de manière à ce que si on est en désaccord là-dessus, ce soit vraiment sur un point assez petit et où on puisse dire oui, effectivement, c'est raisonnablement descriptif, admettons. Deuxième partie dans les règles, c'est une documentation des incohérences. Donc il y a des incohérences entre les navigateurs et les technologies d'assistance, malheureusement, qui n'ont pas toujours le même comportement dans tous les cas. Quand on les détecte, et on peut les détecter parce qu'on a beaucoup d'exemples qui sont présents, et quand on les détecte, on va les documenter dans la règle. Donc on va dire que, par exemple, certains navigateurs utilisent l'attribut title pour donner un nom à une image, d'autres non, et ça va bien évidemment changer le résultat selon la technologie. Et ça va permettre aussi de préciser des incohérences ou des imprécisions dans les spécifications. Généralement, si les navigateurs ne fournissent pas le même résultat, c'est parce que la spécification n'est pas très claire sur ce point-là. Ça nous arrive assez régulièrement d'ouvrir des tickets pour demander clarification d'une spécification, donc auprès d'ARIA ou de WCAG notamment, ou d'ouvrir des bugs sur certains navigateurs parce qu'on a, après avoir demandé spécification, on sait que la bonne interprétation c'est cette version-là, donc ça veut dire que tel ou tel navigateur ne fait pas ce qu'il faut et on va leur ouvrir un bug. Ce qui veut dire que on apporte le bénéfice de l'harmonisation dans toute la chaîne qui est utilisée. Et ce besoin est nécessaire, bien sûr, pour l'harmonisation. On ne peut pas se permettre d'avoir des navigateurs qui présentent la page de manière différente et on ne peut pas se permettre d'avoir des spécifications qui ne sont pas claires. En allant en détail dans les incohérences, on permet une harmonisation de toute la chaîne, une consolidation de toute la chaîne. Donc ça bénéficie à tout le monde indirectement. Et puis on a aussi des fois dans les règles des assumptions pour des cas limites dans lesquels on sait que la règle ne fonctionne pas forcément très bien et qu'on ne peut pas vraiment placer dans la règle. Alors par exemple si on teste quelque chose autour de l'attribut langue pour vérifier le langage de la page, on est obligé d'avoir une assumption que c'est bien l'attribut langue qui est utilisé, qu'on n'utilise pas une entête HTTP pour définir le langage de la page. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment placer dans la règle. Donc, de temps en temps, on a quelques assumptions comme ça pour des cas limites. Alors, un exemple d'une règle, ici, c'est une règle assez simple qui vérifie la présence d'un nom accessible pour les boutons. Donc, c'est quelque chose qui teste pour le critère 4.1.2. On va regarder un peu en détail les différents morceaux. Alors l'applicabilité, ça s'applique aux éléments donc HTML qui ont un rôle sémantique de bouton. Donc là, on a déjà une petite clarification. C'est pas juste l'élément bouton de HTML, c'est tout ce qui a un rôle sémantique de bouton. Il y a une exception, je passe les détails. Et l'expectation, c'est les résultats attendus, pardon, c'est juste d'avoir du coup un nom accessible. On a une assumption, c'est que le bouton correspond effectivement à un composant d'interface utilisateur. Donc ça veut essentiellement dire que le rôle a été utilisé correctement. Parce qu'on ne peut pas détecter si le rôle est utilisé correctement, et si le rôle n'est pas utilisé correctement, du coup le nom n'est pas nécessaire. C'est sans doute un échec du critère 1.3.1, mais pas de 4.1.2. On est obligé d'avoir cette assumption. Et puis on a un petit support d'accessibilité. Alors ici, c'est parce que certains éléments HTML, donc les champs d'entrée input, qui sont soit des submit buttons ou des reset buttons, ont toujours un nom accessible qui est fourni par défaut. Et on suppose que ce nom accessible peut être correct. Donc ça arrive que ce nom accessible soit suffisant pour le critère de succès 4.1.2. Ensuite, on a des exemples. Là, j'en ai 5 sur c'était quoi, 17, on a vu tout à l'heure, exemples pour cette règle-là, donc qui vont nous montrer des cas corrects et pas corrects. Alors, ça commence avec des exemples très simples, juste un élément bouton avec un texte à l'intérieur. C'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème, on peut utiliser ça. Et puis, on montre ici, alors c'est un élément input de type submit. Donc, il a par défaut un nom accessible qui est submit query en anglais, mais qui va être version localisée. C'est correct, il a un nom accessible et on va l'accepter.
Ici, j'ai un bouton qui utilise l'attribut AriaLabel pour avoir un nom, ben, c'est aussi tout à fait acceptable. Et puis on a aussi des exemples négatifs. Donc ici, par exemple, l'exemple sert essentiellement à montrer que l'attribut value ne fournit pas un nom accessible. Donc du coup, on est sûr que les testeurs vont bien rejeter l'attribut value, ne vont pas l'utiliser pour construire le nom accessible. Ici, j'ai un exemple avec un élément span dont le rôle a été changé en bouton. Et donc du coup, ça permet de vérifier que les tests sont bien faits en fonction du rôle sémantique et non pas en fonction de l'élément, puisque si on regarde uniquement l'élément, on va ignorer ce cas-là, alors qu'on a un bouton qui n'a pas de nom. Et avec le jeu de test, on obtient quelque chose là aussi de très fort, qui est que les règles sont indépendantes de l'implémentation. Donc chaque implémentation va donner le même résultat pour chaque test. C'est à ça que servent les jeux de test et les comptes rendus d'implémentation. Et donc idéalement, chaque implémentation devrait aussi donner le même résultat pour une vraie page web, si on fournit un jeu de test assez complet, ce qu'on essaye de faire bien évidemment. Ça veut dire que les méthodes de test deviennent complètement interchangeables. Quelle que soit la méthode utilisée, le résultat des audits sont harmonisés. Chaque méthode doit, en théorie, fournir le même résultat pour la même page web. Et donc, on n'a plus ce souci d'interprétation. On a harmonisé les résultats. Quel est le processus de publication d'une règle? Donc, comment on arrive à avoir des choses qui sont publiées finalement dans les documents d'accompagnement de WCAG maintenant? Alors d'abord, il y a le processus d'écriture, où on va avoir un cycle de relecture plus ou moins long, mais qui va durer jusqu'à ce qu'on ait 3 organisations qui soient d'accord pour accepter le contenu. Donc 3 organisations différentes, ça assure un consensus dans la communauté. Ça veut dire par exemple que SiteImprove ne peut pas tout seul dans son coin écrire une règle et l'avoir publiée dans WCAG. Il faut qu'on obtienne l'accord d'autres organisations, donc de 3 autres organisations, sur la validité et la correction de cette règle. Une fois qu'on a 3 organisations qui acceptent la règle va être publiée en tant que règle proposée pour WCAG. C'est la première étape. Deuxième étape, ça se produit quand on a 2 implémentations complètes pour la règle. Et là, on a un autre comité, donc task force dans le langage du consortium web, peu importe, qui va faire un nouveau cycle de relecture. Et à l'issue de ce cycle de relecture, la règle va être publiée en tant que règle pour WCAG. Alors, au moins 2 implémentations, ça nous assure que la règle est valide. On a des gens qui ont travaillé dessus, qui ont soit adapté leur méthode de test ou leur outil de test et qui fournissent des implémentations qui tombent d'accord sur l'ensemble de tous les cas. Donc, on a une bonne validité de la règle. Et c'est un nombre minimum qui pourrait varier. Donc, pour le moment, on en demande 2. On a vu sur la règle précédente, il y avait 6 implémentations différentes. C'est tout à fait possible que si on a plus d'implémenteurs, on demande au moins 3 ou au moins 4 implémentations, c'est-à-dire une proportion non négligeable de la communauté. En plus de ça, tous les ans, les règles sont réévaluées, alors notamment pour le support d'accessibilité, puisque les bugs ont pu être fixés, et donc du coup, c'est possible que cette information devienne invalide, soit invalidée. Avec les nouvelles versions, on va donc réévaluer la règle. À l'heure actuelle, on a donc 17 règles qui ont été acceptées, plus 52 qui sont proposées. Et en plus de ça, on a 4 règles qui ne sont pas directement liées à WCAG. Alors, c'est essentiellement de la vérification de l'utilisation d'ARIA. Et comme je l'ai montré au début, les règles qui ont été acceptées, donc les 17 règles acceptées, sont aussi intégrées dans les documents d'accompagnement de chaque critère de succès, donc font partie de la nouvelle version de WCAG. Bon, je voudrais revenir sur cette indépendance à la méthode. Donc, seul le résultat des règles compte. Les règles ne précisent pas comment le test doit être effectué. Seul le résultat est important. C'est quelque chose qui va un peu à l'opposé des techniques de WCAG. Dans WCAG, les techniques décrivent précisément chaque étape nécessaire pour obtenir le résultat. Mais parce qu'on a un large jeu de tests, alors là aussi à l'opposé des techniques de WCAG, où il y a généralement 2-3 exemples maximum, on va pouvoir, avec ce jeu de tests, permettre aux implémenteurs de vérifier que la méthode est correcte.
Et la règle ne précise pas non plus si l'implémentation doit être manuelle ou automatique. Donc on a des implémentations automatiques, on a des implémentations manuelles. On a vu des implémentations, un rapport d'implémentation pour Alpha qui est un outil automatique. Ici, j'ai un compte-rendu d'implémentation qui est fourni par Trusted Testers. Donc ils ont donc une méthode manuelle où ils ont testé une douzaine de règles. Là aussi, le détail n'est pas très important, mais bref, on a ce rapport d'implémentation, les méthodologies manuelles peuvent tout à fait rentrer dans le cadre des SCT Rules. Bien évidemment, certaines règles sont plus faciles que d'autres à automatiser, certaines règles sont vraiment manuelles. Ça transparaît un petit peu dans la conception des règles, donc on a des règles qui sont vraiment pensées pour être automatisables, d'autres qui sont donc assez techniques, d'autres règles qui sont vraiment pensées pour être manuelles. Du coup, le découpage retranscrit un peu cette différence. Alors, on peut par exemple avoir pour les images une règle qui teste la présence d'un nom accessible et une autre règle qui teste sa pertinence. Le découpage est un petit peu artificiel, mais en fait la raison c'est que la présence d'un nom accessible c'est quelque chose qu'on peut tester automatiquement très facilement, alors que la pertinence à l'heure actuelle on a besoin de tests manuels. Et on a aussi la possibilité de règles semi-automatiques qui vont alterner entre les calculs automatiques et des questions assez précises pour des testeurs manuels. Alors si je prends un exemple avec Alpha, que forcément je connais bien, Alpha ne sait pas détecter automatiquement les couleurs d'une image. Mais par contre, Alpha va savoir détecter automatiquement qu'il y a du texte qui est placé au-dessus d'une image. Donc ça, c'est une étape automatique. À ce moment-là, il va demander les couleurs de l'image. On a une étape manuelle. Et une fois que les couleurs ont été demandées, il va pouvoir automatiquement calculer le contraste. Donc on a une alternance d'étapes automatiques et d'étapes manuelles, ce qui permet d'alléger la partie manuelle du test en automatisant autant que possible. Ça veut aussi dire que selon les outils, les règles peuvent être plus ou moins automatiques. Alors par exemple, chez SiteImprove, on a un module de correction orthographique qui a un outil de détection de langage. C'est quelque chose qu'on pourrait, malheureusement on ne le fait pas encore, mais c'est quelque chose qu'on pourrait connecter avec Alpha pour vérifier automatiquement la validité de l'attribut langue. Alors que d'autres outils qui n'ont pas forcément accès à un outil de détection de langage ne peuvent pas automatiser cette partie-là et auraient besoin de demander à un humain donc d'avoir une partie manuelle dans la règle. Alors les règles à l'heure actuelle sont essentiellement écrites pour HTML, qui est quand même la technologie un peu majoritaire. C'est pas une limite. On peut aussi écrire des règles pour des documents PDF, etc. Le format permet vraiment ça et on aimerait le faire. C'est une question d'expertise dans les domaines et puis de temps pour écrire les règles. Un mot rapide sur la manière, sur la relation de SiteImprove avec ces règles-là. Donc on est à la fois utilisateur et producteur des règles. En tant qu'utilisateur, on a conçu un nouveau moteur de test, donc Alpha, qui est entièrement construit sur les SCT Rules et donc qui du coup a vraiment une modélisation de leur structure, et ça veut dire que les résultats qu'on produit sont en conformité avec ces tests inclus dans WCAG 2.2. En tant que producteur, on a participé au projet YTool, donc qui est financé par l'Union européenne pour écrire la majorité des règles qui existent à l'heure actuelle, et on continue à participer donc, au groupe d'intérêt du W3C pour la maintenance et l'écriture des règles. Le code de l'outil de test Alpha est disponible en open source, donc github.com/siteimprove/alpha, puisqu'il a été écrit en partie financé par l'Union européenne dans le cadre du projet YTool. Pour conclure, alors le message principal, je pense aujourd'hui, c'est que l'harmonisation des tests est nécessaire. On ne peut plus se permettre de rester avec des tests sujets à interprétation et les ACT Rules sont la réponse qu'on apporte pour permettre cette harmonisation, notamment avec la testabilité, avec le jeu de tests compréhensif qui vient avec. Et puis, un appel à contribution si vous voulez nous aider. Alors, si vous êtes testeur, que vous soyez testeur manuel ou auteur d'un outil de test automatique, vous pouvez envoyer des comptes rendus de test. Plus on va avoir de méthodologies validées, plus l'harmonisation est grande. Donc, envoyez-nous des comptes rendus de test. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les exemples, si votre méthode produit des résultats différents, venez en discuter. C'est justement la raison pour laquelle on fournit tous ces exemples-là, c'est pour qu'on puisse les regarder et qu'en cas de désaccord, on puisse en discuter. Donc, c'est parfait, venez.
Et si vous êtes expert en accessibilité, vous pouvez aussi lire ou relire les règles existantes et en particulier vérifier la validité des exemples, donc les exemples de succès ou d'échec, est-ce qu'ils correspondent effectivement à un succès ou un échec de ce critère de succès? Et là encore, si vous n'êtes pas d'accord, venez en discuter. Le but d'avoir tous ces exemples, c'est de pouvoir discuter des désaccords et de résoudre l'interprétation d'une manière ou d'une autre. Donc, de manière générale, venez lire les règles, venez les implémenter et venez discuter de tous les points de désaccord. On est là pour essayer de les résoudre. Merci, au revoir.